Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo qui va résumer le début du cours de cette année de philosophie, penser par soi-même, une exigence de la philosophie. Donc, on va commencer déjà par faire un petit point de vocabulaire. Le mot opinion dans le langage courant, c'est un mot qui a plutôt une connotation méliorative. C'est bien d'avoir des opinions, ça veut dire qu'on réfléchit, qu'on prend position, etc. En philosophie, le plus souvent dans les textes de philosophie, le mot opinion a un sens bien particulier qui est plutôt connoté péjorativement. En effet, une opinion, c'est une conviction qu'on porte en nous-mêmes, qui est souvent importante pour nous, hein. Notre opinion constitue notre identité, souvent, on y tient, ce sont des convictions, mais ce sont des convictions qui nous viennent de notre éducation, de notre culture, de la société, ou alors des pseudo-évidences sensibles. Mais ces convictions, on n'a pas pris le temps de les examiner réellement par nous-mêmes, avec notre propre raison, pour voir si vraiment ces convictions, ce sont les nôtres, si vraiment notre raison approuve ces convictions, si vraiment ces convictions sont vraies. Donc une opinion, d'une certaine manière, on peut dire avec Heidegger que ce sont des pensées non pensées. Les opinions sont des pensées, parce qu'on les pense, hein, on y croit, c'est fort pour nous souvent nos opinions, mais ce sont des pensées non pensées, dans la mesure où on n'a pas fait un véritable travail d'examen critique pour se mettre à distance d'avec nos convictions spontanées et pour les examiner avec notre propre raison. D'une certaine manière, dans l'opinion, c'est pas vraiment nous qui pensons, ça pense en nous. Voilà. Penser par soi-même, au contraire, ça suppose un véritable travail de mise à distance d'avec nos convictions spontanées et d'examen avec notre propre raison de ces convictions spontanées, de ces opinions que nous pensons, que nous portons. Ainsi, faire de la philosophie, puisque penser par soi-même, c'est une exigence de la philosophie, ça suppose un effort pour sortir de l'opinion. Donc l'opinion a un sens plutôt péjoratif en philo, c'est une pensée non pensée. En cela, ça se rapproche de ce qu'on peut appeler des préjugés. Voilà. Alors cette exigence d'en penser par soi-même, elle est portée tout d'abord par celui qu'on considère comme le père de la philosophie, en tout cas que le père de la philosophie comme discipline, qui a été le premier vraiment dans son enseignement, à porter cette exigence de penser par soi-même. Alors, en quoi consistait cet enseignement socratique, donc 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes? L'enseignement socratique, c'est un enseignement où Socrate ne disait jamais j'ai la vérité et je vous la donne. L'enseignement n'est pas une transmission de vérité déjà toute faite. La vérité pour Socrate, ce n'est pas quelque chose de déjà tout prêt qu'on devrait donner à l'élève et que l'élève devrait recevoir. Enseigner, ce n'est pas déverser un savoir tout prêt dans un élève qui serait comme un vase vide et qui n'aurait qu'à assimiler. Autrement dit, enseigner, ce n'est pas déverser des opinions sur l'élève. L'enseignement socratique, on peut le décomposer en 2 étapes. La première étape de l'enseignement socratique, c'est ce qu'on appelle l'ironie socratique. L'ironie, c'est quoi? C'est le processus par lequel Socrate, en posant des questions embarrassantes à son élève, l'amène à reconnaître son ignorance. En effet, l'élève, au départ, quand on lui pose des questions, l'élève, il n'est pas vide de savoir. L'élève, il a toujours des tas de convictions, des tas d'opinions. Quand on lui pose une question, par exemple, qu'est-ce que la sagesse? Ou alors, par exemple, qu'est-ce que la vérité? Ou alors, qu'est-ce que la justice? L'élève a toujours déjà des idées. Et on ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. L'élève n'est pas un vade vide. Donc, Socrate, au départ, avec ses élèves, posait des questions. Il y a des questions qui se posaient dans la conversation. Et les élèves de Socrate déjà exprimaient leurs opinions, leurs idées.
Et Socrate était très fin. Il savait très bien repérer ce qui, dans le discours des autres, ne tenait pas. Il voyait bien toutes les petites failles, toutes les petites insuffisances des opinions. Et donc, Socrate voyait bien tout ce qui clochait dans le discours de ses élèves, mais il ne disait surtout pas « non, non, là tu te trompes ». Non. Il disait « c'est intéressant ce que tu dis là, mon cher élève, c'est intéressant ». Et puis il commençait à poser des questions à son élève. Et le rôle de ces questions, c'était d'amener l'élève à se rendre compte que ce qu'il pensait savoir ne tenait pas vraiment la route. Le rôle des questions que Socrate posait à ses élèves, c'était de faire en sorte que l'élève se rende compte par lui-même que ce qu'il affirmait, eh ben, ça tenait pas vraiment la route, c'était pas suffisant. C'était que des opinions qui n'étaient pas des véritables savoirs, des véritables certitudes. Donc, vous voyez, la première étape qu'on appelle l'ironie, parce que Socrate pose des questions, ironie, ça veut dire poser des questions en grec, mais ironie aussi, c'est dans le mot français, il y a cette idée se moquer un peu. Socrate se moque un petit peu de ses élèves, mais gentiment, parce qu'il fait semblant de prendre au sérieux l'opinion de l'élève. D'ailleurs, il la prend au sérieux. Sauf qu'ensuite, il amène l'élève à se rendre compte que cette opinion n'est qu'une opinion et qu'en fin de compte, ça ne tient pas la route. Donc l'ironie socratique, cette première étape de l'enseignement, son but c'est de pousser les élèves à se rendre compte que leurs opinions ne tiennent pas la route, que ce n'est pas de la véritable pensée, et en tout cas que ce ne sont pas des pensées qui tiennent la route. Il y a des failles, il y a des erreurs, et si on pose des questions, l'élève se rend compte que ce qu'il pensait savoir n'est pas suffisant. L'élève va passer de l'illusion de savoir, puisqu'au départ l'élève pense savoir mais il ne sait pas, à la conscience de l'ignorance. Et quand ça se passe bien, eh bien l'élève à la fin de l'ironie se dit « mais c'est vrai, je pensais savoir parce que j'avais des opinions, mais je ne sais pas, mes opinions ne sont pas suffisantes, je ne sais pas ». Et quand ça se passe bien, eh bien à la fin de l'ironie, l'élève veut savoir parce qu'il se rend compte qu'il a besoin de savoir. Voilà. Le rôle de l'ironie, c'est de mettre l'élève en demande, de mettre l'élève en recherche. Donc, pour mettre l'élève en recherche, ce qu'il faut d'abord faire, c'est chasser les fausses certitudes que l'élève porte en lui et qui l'empêchent de se mettre en recherche. Chasser les opinions. Voilà. Une fois que cette étape a eu lieu, l'élève donc est en demande, puisque maintenant il ne pense pas savoir. Il sait qu'il ne sait pas. Donc il en demande et il va dire « mais alors c'est quoi la réponse? Qu'est-ce que la sagesse? Ou qu'est-ce que le courage? Ou qu'est-ce que la justice ?» Et là, la deuxième étape de l'enseignement peut avoir lieu qu'on appelle la maïeutique. Maïeutique, ça veut dire en grec « accouchement ». Alors Socrate, face à son élève qui maintenant est en demande, Socrate ne va pas lui donner la réponse. Socrate ne va pas lui dire la vérité. D'ailleurs, Socrate disait je ne possède pas la vérité. Tout ce que je peux faire, c'est aider mes élèves à accoucher de la vérité qu'ils portent en eux. Socrate disait « Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Mais en revanche, je sais aider les gens à chercher en eux-mêmes la vérité qu'ils portent en eux-mêmes. » Donc, deuxième étape, Socrate ne va pas faire un cours à son élève, un cours didactique, un cours plutôt magistral, où il dit voilà la vérité c'est petit a, petit b, petit c. Non, Socrate va continuer à poser des questions. En ce sens, on peut dire que tout l'enseignement de Socrate, c'est de l'ironie, puisque ironie, ça veut dire poser des questions. Mais cette étape, on va l'appeler plutôt maïeutique, parce que Socrate va continuer donc à poser des questions à son élève, mais cette fois-ci, le rôle des questions, c'est de le guider pour que l'élève, grâce à ces questions, aille chercher au bon endroit à lui-même, aille chercher la réponse qu'il porte en lui-même. La maman de Socrate était sage-femme. Et Socrate disait, vous savez, j'ai le même métier que ma mère, sauf que moi, je suis accoucheur d'âme. En effet, une mère qui est enceinte, la sage-femme ne va pas arriver en lui disant « Voyez, j'ai un bébé pour vous, je vous le donne. » Non, la sage-femme, elle n'a rien.
Sauf que la sage-femme, elle est essentielle, parce que la sage-femme va guider la parturiente, va l'encourager quand il faut l'encourager, va lui dire de se reposer quand il faut se reposer, va lui dire de pousser quand il faut pousser. La sage-femme va aider la parturiente, c'est-à-dire la femme enceinte, à mettre au monde son bébé dans les meilleures conditions. Eh bien, Socrate fait la même chose. Il considère que son élève, tous les hommes, parce que les hommes sont pourvus de raison, tous les hommes portent en eux la vérité. Simplement, cette vérité, elle n'est pas encore mise à jour. Cette vérité, elle est voilée. Et donc, le rôle du professeur, c'est de guider l'élève pour qu'il accouche de la vérité qu'il porte déjà en lui-même. Aider l'élève pour qu'il dévoile la vérité qui est déjà là, mais qui est couverte, qui est recouverte, et qui, on pourrait dire déjà, en anticipant un vocabulaire qui n'est pas de l'époque, qui est inconsciente, mais qui est déjà là. Donc, apprendre, c'est accoucher d'une vérité qu'on porte en nous. Apprendre, dira Socrate, par la bouche de Platon, dans un dialogue qui s'appelle le Ménon, apprendre, c'est se ressouvenir. La vérité, elle est déjà là. Le rôle du professeur, c'est d'aider l'élève à l'accoucher, à la mettre au jour, à s'en ressouvenir. Et Socrate fait cela grâce à des questions. Donc, les deux étapes, ironie et maïeutique, de l'enseignement socratique marquent le début de la philosophie comme enseignement où l'on essaye de penser par nous-mêmes. D'abord, chasser ces fausses pensées que sont les opinions, ces pensées non pensées. Et ensuite, faire un travail pour aller dévoiler en nous-mêmes la vérité qui est en nous, puisque nous sommes des êtres de raison. Donc j'ai distingué deux étapes, ironie, maïeutique, mais on peut dire que tout l'enseignement de Socrate est de l'ironie, puisqu'il ne fait que poser des questions, et on peut dire aussi que tout l'enseignement de Socrate est maïeutique, puisque le but c'est que l'élève accouche de la vérité qu'il porte en lui. Donc cet enseignement socratique, c'est un enseignement où le professeur aide l'élève à penser par lui-même, c'est-à-dire à sortir de l'opinion pour utiliser sa propre raison afin de trouver la vérité. Et à la fin d'un dialogue de Platon qui s'appelle l'Apologie de Socrate, il y a une tirade, une citation de Socrate qui dit « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue », c'est-à-dire que comme l'homme est un être qui est fait pour la vérité, qui est fait pour la pensée, c'est un être de raison, eh bien, pour vivre une vie véritablement humaine, il faut utiliser sa raison pour penser par nous-mêmes. Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec Socrate. En tout cas, c'est ce que Socrate disait. Enfin, on pense qu'il disait ça, puisque Socrate n'a jamais rien écrit. On ne connaît Socrate que parce que Platon, notamment, en dit dans ses dialogues. Platon, c'était un élève de Socrate. Bien, cette exigence de penser par soi-même, on l'a vu aussi incarnée 22 siècles plus tard, au XVIIe siècle. Ça fait bien 22, oui. Chez Descartes, on est au XVIIe siècle, dans son doute méthodique. On a vu dans les méditations métaphysiques que Descartes, justement, se rend compte de l'exigence en lui de penser par lui-même. Descartes se dit, en fin de compte, tout ce que j'ai reçu par mon éducation, je l'ai assimilé. Quand on assimile des choses, on ne fait qu'assimiler, ce n'est que de l'opinion. Et quand on assimile des choses, on peut assimiler n'importe quoi. On peut assimiler du vrai, ouais, mais on peut assimiler du faux. Quand on assimile, on peut assimiler n'importe quoi. Autrement dit, l'opinion, elle est par définition douteuse, puisqu'encore une fois, quand on assimile, on peut assimiler du vrai comme du faux. Et Descartes sent en lui l'exigence de penser par lui-même, d'utiliser sa propre raison pour essayer de chercher des certitudes. Or, quand on est dans l'opinion, on n'a pas de certitude. Donc, il va remettre en question toutes ses opinions avec sa propre raison et il décide de ne garder que ce qui résiste à toutes les raisons de douter. Donc, Descartes, il va douter. Il va douter de tout. Mais il doute pour chercher la certitude. Son doute est méthodique. Le mot méthode, en grec, ça veut dire chemin. Le mot méthode, c'est un chemin
Et le doute méthodique de Descartes, c'est un chemin pour trouver la certitude. Il va douter de tout. Et la certitude, c'est quoi? La certitude, c'est ce qui va résister à toutes les raisons de douter. Ce qui est indubitable. Et voilà ce que cherche Descartes. Donc Descartes, dans sa recherche de la certitude, va penser par lui-même, penser par soi-même, utiliser sa propre raison. C'est le seul moyen si on veut des certitudes. Parce que tant qu'on se contente d'assimiler, donc d'être dans l'opinion, eh bien on est dans le douteux. Une opinion peut être vraie, mais elle peut être fausse. Donc le doute méthodique de Descartes, c'est un doute dont le but est de faire le tri entre ceux qui ne résistent pas aux raisons de douter et ceux qui résistent à toutes les raisons de douter, c'est-à-dire le certain. Le doute de Descartes, donc, n'est pas un doute sceptique. Le doute sceptique, c'est le doute de ceux qui disent que la vérité n'existe pas, ou alors que l'homme est incapable d'atteindre la vérité. Évidemment, si je suis un sceptique, si je pense qu'il n'y a pas de vérité, si je pense que l'homme est incapable de vérité, je ne vais pas chercher la vérité. Je ne vais pas chercher la certitude. Si je suis un sceptique, tout est douteux, définitivement. Et je vais douter de tout, définitivement. Descartes n'est surtout pas un sceptique. Il pense que la vérité existe. Il pense que l'homme est capable de vérité. Mais pour ça, il faut la chercher. Et pour chercher cette vérité, et pour chercher cette certitude, il faut douter de tout avec sa propre raison. Ce qui résistera à toutes les raisons de douter, c'est ça qui sera la certitude. Donc Descartes va définir le vrai comme le certain. Le vrai, c'est ce dont on ne peut pas douter. Autrement dit, le vrai pour Descartes, ce n'est pas ce qui nous apparaît vrai au premier abord. Le vrai, ce n'est pas ce qui nous apparaît évident au premier abord. Le vrai, c'est ce qui résiste à toutes les raisons de douter. Une fois que j'ai fait ce travail de remise en question, de doute, ce qui résiste à ma remise en question, c'est ça le vrai, c'est ça le certain. Méfions-nous de nos pseudo-certitudes. Nos pseudo-certitudes, c'est ce qui nous apparaît certain au premier abord, avant tout travail de réflexion, avant d'avoir pensé par nous-mêmes. Ça, c'est pas véritablement la vérité. La vérité, que Descartes définit comme la certitude, c'est ce qui résiste à toutes les raisons de douter. Donc, le doute de Descartes est une épreuve. Toutes les opinions qui ne vont pas résister à cette épreuve, toutes les opinions sur lesquelles il y aura des raisons de douter seront rejetées. S'il y a des raisons de douter de quelque chose, c'est que ce n'est pas certain. Mais le doute, justement, c'est une épreuve qui va me permettre de trouver le certain. Le certain, c'est quoi? C'est ce qui résiste à toutes les raisons de douter. Même la plus petite raison de douter, c'est une raison de douter. Le certain, c'est ce qui va résister à toutes les raisons de douter. On a vu qu'à la fin de la première méditation, Descartes, ayant cette exigence vraiment radicale de penser par lui-même, de remettre en question toutes ses opinions, et ayant cette exigence extrême, il veut de la certitude. À la fin de la première méditation, il n'a plus aucune certitude. Mais au début de la deuxième méditation, il va trouver sa première certitude. Je pense, donc je suis. Je vous ai bien dit que dans les méditations métaphysiques, cette expression ne se trouve pas telle qu'elle. Hein. C'est « je suis, j'existe ». Mais cette fameuse première certitude, elle est résumée dans d'autres livres par la fameuse phrase très connue « je pense, donc je suis, cogito, ergo sum ». Même si tout ce que je pense est douteux, eh bien, ce qui n'est pas douteux, c'est que je pense. Et pour que je pense, il faut qu'il y ait un « je » qui existe. Et ce « je » n'est pas douteux. Il est certain, il n'y a aucune raison d'en douter. Parce que peut-être que je peux dire, peut-être que je pense que j'existe, mais peut-être qu'il y a une puissance qui me trompe en me faisant penser que j'existe alors que je n'existe pas. Mais non, ça ne marche pas. Parce que pour qu'une puissance me trompe au moment où je pense que j'existe, encore faut-il que il faut que j'existe pour que la puissance me trompe. Donc je pense, donc je suis, c'est vraiment une certitude absolue. Ça résiste à toutes les raisons de douter. C'est la première certitude, ce fameux cogito. Mais ce cogito, ce je,
dont la certitude est saisie, eh bien, c'est pas mon corps, parce qu'on a vu qu'il est possible que mon corps ne soit qu'un rêve. Ce jeu dont la certitude est assurée, c'est ce que je suis en tant que conscience. Descartes dira mon âme, je me saisis comme conscience. Donc par le doute, j'atteins ma première certitude, le cogito, et je me saisis comme conscience. Même si ce que je pense est faux, en l'occurrence il a montré que c'était douteux, je pense donc je suis. Et Descartes va nous dire, en fin de compte, tout le monde pense que nous connaissons notre corps de manière plus facile que notre âme, mais c'est l'inverse. Alors même que mon corps est douteux, vous vous souvenez l'argument du rêve, hein, il est possible que mon corps, qui me paraît si réel, ne soit qu'un rêve, alors même que mon corps est douteux, ma conscience, mon existence en tant que conscience est certaine. Je me connais comme conscience avant même de savoir si j'ai un corps. L'âme est plus facile à connaître que le corps. Donc retenons cette exigence de penser par soi-même qui est incarnée par le travail de remise en question des opinions faites par Descartes dans les méditations métaphysiques. Petite remarque, là c'est pas sur la carte, mais je le remarque quand même. Dans le discours de la méthode, Descartes nous dit attention. Moi, j'ai pensé par moi-même, j'ai tout remis en question parce que je voulais la certitude et je me sentais capable de bien utiliser ma raison avec ordre, avec efficacité pour retrouver des certitudes. Et donc, en effet, moi, je pouvais remettre en question toutes mes opinions sans danger parce que j'étais capable d'utiliser ma raison convenablement. Mais attention, nous dit-il dans le discours de la méthode, remettre en question toutes ces opinions, c'est pas conseillé à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui risquent de tout remettre en question. C'est facile de tout remettre en question, de douter de tout. Ouais, tout ce qu'on m'a dit, c'est peut-être du blabla, etc. C'est facile. Mais remettre en question toutes nos opinions, si ensuite on est incapable d'utiliser sa raison avec méthode, avec efficacité, avec rigueur, et si ensuite on est incapable de retrouver des certitudes, là c'est dangereux. Parce que certes, l'opinion, c'est pas une certitude. Certes, l'opinion, c'est pas une véritable pensée. Mais le côté positif de l'opinion, c'est que l'opinion est un repère et on en a besoin pour vivre des repères. On en a besoin pour agir au quotidien. Donc, si je lâche mes opinions, si je lâche mes repères et qu'ensuite je suis incapable de trouver des nouveaux repères qui soient certains, qui soient meilleurs que les premiers, là c'est dangereux. Donc Descartes déconseille de penser par soi-même à ceux qui n'auraient pas suffisamment de méthode, de rigueur, de patience, de qualité intellectuelle pour ensuite utiliser sa raison de manière efficace. Penser par soi-même, c'est pas pour tout le monde. Descartes, on peut dire qu'il est un petit peu élitiste. Voilà. Alors, l'exigence de penser par soi-même, on va la retrouver chez un troisième philosophe, Kant. Là, on fait encore un bond d'un siècle. On n'est plus au XVIIe, on est au XVIIIe siècle des Lumières. Et on a vu un petit opuscule qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières, dans lequel Kant nous explique ce que c'est que pour lui que ce mouvement des Lumières, XVIIIe siècle auquel il appartient, et il nous dit que les Lumières, ce mouvement, c'est la sortie de l'humanité hors de l'état de minorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour Kant, être majeur ou être mineur, c'est pas un sens juridique. Être majeur, c'est savoir utiliser son propre entendement, c'est-à-dire sa propre raison, pour juger, c'est-à-dire pour décider ce qui est vrai ou faux, bien ou mal, et décider, c'est-à-dire faire des choix dans notre vie. Être majeur, c'est utiliser sa propre raison pour juger, pour penser et décider. Et Kant nous conseille à tous d'oser utiliser notre raison pour juger et décider, sans être sous la tutelle d'une autorité étrangère. Autrement dit, arrêtons de penser comme on nous dit de penser, comme les parents, l'éducation, l'Église, les gouvernants, l'opinion commune nous dit de penser. Arrêtons de penser ce qu'on nous dit de penser. Pensons par nous-mêmes, utilisons notre raison. Arrêtons
de vivre, d'agir comme on nous dit de vivre et d'agir, comme papa, maman, les professeurs, l'Église, les gouvernants, l'opinion commune nous dit d'agir. Faisons nos propres choix en utilisant notre propre raison. La devise des Lumières, selon Kant, c'est sapere aude. Ose penser par toi-même. Ose utiliser ta raison. Penser par soi-même, donc, c'est être libre. Pourquoi ? Parce que au lieu d'être déterminé par notre appartenance sociale, par notre éducation, par notre culture, au lieu de n'être que le résultat de notre éducation, être pensé par soi-même, c'est faire des choix qui sont vraiment les nôtres. C'est s'auto-déterminer, ne pas être simplement le pauvre produit, la pauvre victime des influences qu'on a pu subir, de nos passions, de nos désirs, de ce qui vient de notre éducation, des dressages qu'on a pu nous imposer. Penser par soi-même, c'est être libre. Voyez que être libre, évidemment, comme ça, quand on dit à tout le monde est-ce que tu veux être libre ? Tout le monde dit oui, je veux être libre. Mais être libre, ça suppose un gros effort. Ça suppose qu'on fasse l'effort de penser par soi-même, d'utiliser notre propre raison pour juger, c'est-à-dire penser et décider. Ça suppose qu'on pense par soi-même, qu'on sorte de l'opinion simplement assimilée. Et dans son texte, Kant regrette qu'il y ait tant de personnes qui continuent à rester mineurs toute leur vie. Que l'enfant soit mineur, c'est normal. L'enfant a besoin qu'on lui donne des repères, qu'on lui dise ce qui est vrai, faux, bien, mal, qu'on lui dise comment agir, parce que l'enfant n'est pas encore en pleine possession de sa raison. Mais en revanche, l'adulte, une fois en pleine possession de sa raison, devrait utiliser sa raison pour devenir majeur, pour penser par lui-même, pour faire ses propres choix, pour s'auto-déterminer. Mais pourquoi tant de monde reste mineur toute leur vie et reste sous la tutelle d'autorités étrangères, c'est-à-dire continue à penser et agir comme papa, maman, les professeurs, l'Église, les gouvernants, l'opinion commune, comme tout le monde, quoi. Eh bien, 3 obstacles à la majorité sont mentionnés par Kant dans son texte. Premier obstacle à l'accession à la majorité, la paresse. Penser par soi-même, ça suppose des efforts. Devenir majeur, ça suppose des efforts, parce qu'il faut se poser des questions. Par exemple, il faut se poser, mais c'est quoi la justice ? C'est quoi une bonne vie ? C'est quoi la vérité ? Qu'est-ce que je pense vraiment ? Et évidemment, c'est compliqué, parce que c'est beaucoup plus simple de se contenter de penser comme tout le monde pense, comme on nous a dit de penser. La vie est courte, qu'est-ce que je vais m'embêter à me poser des questions ? La vie est courte, c'est beaucoup plus facile de profiter de cette vie en faisant comme tout le monde, c'est plus que simple, profitons de la vie, qu'est-ce que tu t'embêtes à te poser des questions ? Voilà, premier obstacle, moi je le comprends très bien cet obstacle, hein. Ça se demande des efforts en effet de penser par soi-même, c'est pas facile. Deuxième obstacle à la majorité, la lâcheté, le manque de courage. Penser par soi-même et faire ses propres choix, ça fait peur. Peur pour de multiples raisons. Parce que penser par soi-même, ça veut dire que si je remets en question mes opinions, j'ai un risque, c'est pas forcé, hein, mais il y a un risque que, en pensant par moi-même, je ne pense pas de la même manière que des personnes qui sont importantes pour moi. Par exemple, mes parents, mes éducateurs, l'Église, les gouvernants, l'opinion commune, le groupe auquel j'appartiens. Il est possible, c'est pas forcé, mais il est possible qu'en pensant par moi-même, je me marginalise, je ne sois pas comme les autres, et nous savons tous que nous avons besoin de nous sentir intégrés dans un groupe. Penser par soi-même, c'est vrai, c'est prendre le risque de la marginalité. Ça fait peur aussi, parce que penser par soi-même, utiliser sa propre raison, c'est forcément prendre le risque de se tromper. On a tous une raison, mais comme le faisait remarquer Descartes, ça suffit pas d'avoir sa raison. Il faut être capable de bien s'en servir. Et si j'utilise mal ma raison, si je me trompe, si je fais des erreurs, et si donc je fais des mauvais choix dans ma vie,
eh bien je risque de me casser la figure, ça risque de faire mal. Penser par soi-même et la conséquence, c'est faire des choix qui soient mauvais, c'est dangereux dans la vie. Je risque en effet de prendre un chemin qui va être mauvais pour moi et j'aurai à en subir les conséquences et en plus, je serai responsable puisque ce sera moi qui aurai choisi et pas papa et pas maman et pas l'église et personne d'autre, moi. Je serai responsable de mes erreurs, je serai responsable de mes mauvais choix et donc je risque d'avoir mal et en plus d'en être responsable, ça fait peur. Tandis que c'est beaucoup plus sécurisant d'être comme tout le monde. Et c'est vrai que le chemin commun, comme c'est le chemin qui est suivi traditionnellement, c'est vrai qu'il est plus sécurisant. Troisième obstacle, les tuteurs. C'est qui les tuteurs? C'est tous ceux qui ont tout intérêt à décourager. Ah, j'arrive pas à fixer. Tous ceux qui ont tout intérêt à décourager le peuple de penser par lui-même. Kant pense non pas à nos parents, qui sont nos tuteurs quand on est enfant, mais ce qui est visé surtout, c'est les gouvernants et l'Église. Et l'Église utilisée comme outil pour dominer le peuple. Kant n'est pas contre la foi, simplement, il va s'opposer à tous ces tuteurs qui ont intérêt à ce que le peuple reste mineur pour mieux le dominer, pour mieux le manipuler. Et sachez que là, c'est important, parce que si vous ne pensez pas par vous-même, vous vous faites d'une certaine manière les complices de ceux qui vont vouloir vous manipuler pour vous dominer, pour profiter de vous. Donc 3 obstacles à vaincre: paresse, lâcheté, tuteur. Mais attention, un obstacle, ce n'est pas une frontière infranchissable. Un obstacle est fait pour être franchi et Kant nous encourage à franchir ces obstacles. Allez contre la paresse, faites ces efforts. Parce que si vous ne pensez pas par vous-même, vous serez, et Kant dans son texte est un petit peu méchant, vous serez comme du bétail, comme des animaux domestiques. Deuxième obstacle, la lâcheté, certes ça fait peur, mais soyez plus fort que votre peur, parce que si vous ne le faites pas, vous serez comme du bétail, comme des animaux domestiques. Si vous ne faites pas vos propres choix, les autres feront des choix à votre place, et votre vie, ce ne sera pas vraiment la vôtre. Si vous n'osez pas vous opposer à ceux qui essayent de vous faire peur, les tuteurs, eh bien vous allez passer votre vie à côté de vous-même. Vous allez passer votre vie humaine à être comme des animaux domestiques. Donc, osez franchir ces obstacles. C'est pour ça quoi Kant nous dit si les hommes restent mineurs toute leur vie, c'est de leur propre faute. Si nous ne pensons pas par nous-mêmes, c'est pas la faute de nos parents, c'est pas la faute de l'Église, c'est pas la faute des gouvernants. Non, si nous ne pensons pas par nous-mêmes, si nous restons mineurs, c'est de notre propre faute. C'est que nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour vaincre ces obstacles à la majorité.